Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Global Research Agency. Cette vidéo est un extrait de Seminar of Research Ethics and Good Clinical Practice. Pour en savoir plus, bien vouloir nous contacter à nos adresses qui se trouvent en bas en description de cette vidéo. Bonne écoute. Je suis en train de faire quelque chose qui m'oblige à ne pas faire mon devoir. C'est déjà un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt entre mon activité et mon obligation. Donc, il y a des conflits d'intérêt qui sont dus à des relations très closes entre les mentors, mentorés. Ça, c'est mon mentor, ça, c'est mon mentor. Pourtant, vous avez une relation quelconque. Nous ne voulons pas savoir. Il y a la pression de l'école à publier. Et c'est un conflit d'intérêt avec ce que nous voyons avec certains de nos camarades où on ne signe pas ton mémoire, peut-être si tu n'as pas déjà l'article. Si cet article est publié, il y a un conflit d'intérêt parce que tu as eu la pression de le faire. Et en plus, quel genre de pression? Et maintenant, il y a des engagements externes. Engagement familial, engagement amical, si tes amis, ta famille empêchent ou ton jugement, c'est si j'ai quelque chose, s'il y a un intérêt, s'il y a un intérêt, l'intérêt de l'individu, moi-même, disons moi le chercheur, ou de l'institution qui compromet l'exercice d'une fonction ou d'un jugement ou d'une obligation, c'est-à-dire quoi? Si j'ai une relation peut-être avec mon mentor, une relation plus que professionnelle, donc intime, cette relation-là a de grandes chances d'altérer mon jugement professionnel. Ce qui fait en sorte que ce que je devais faire avec mes pairs, le travail qu'on devait soumettre, on ne le soumet pas. Et maintenant qu'on le soumet, quelqu'un a l'obligation de dire en bas qu'il y a un conflit d'intérêt parce que celui avec qui je travaille a une relation moins conventionnelle avec notre mentor. Donc, vous voyez que ce n'est pas la relation là qui est un problème. C'est parce que la relation a faussé mon activité, le respect du deadline. Je dis peut-être que non, faisons A. Après, je viens vous dire faisons B. Pour quelle raison? Je n'ai pas une raison scientifique, j'ai plutôt une raison que non, j'ai discuté avec elle. Là, c'est un conflit d'intérêt, on ne s'était pas entendu dessus. Il y a le conflit d'intérêt où c'est la faculté qui oblige. Tu fais ton travail, tu pars à ton rythme. Maintenant, du jour au lendemain, tu vois une convocation, une notice. Tu as besoin peut-être, disons, qu'on signe une attestation, le certificat de scolarité. L'école dit maintenant qu'on ne signe pas tant que tu n'as pas publié. Donc, ça, c'est un très gros conflit d'intérêt. Ça, c'est un conflit d'intérêt professionnel. Comme je vous ai parlé de l'autre, c'est un conflit d'intérêt personnel. Il y a les conflits d'intérêt professionnels. Tu publies ton étude, tu vois que dans le draft, tu es deuxième auteur. Maintenant, la publication sort, tu te retrouves quatrième. Tu as le droit d'écrire au journal qu'il y a un conflit d'intérêt professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce draft qui a été approuvé par tout le monde? Donc, quelqu'un s'est permis de changer sans le consentement de tous les autres. Et maintenant, il y a le conflit d'intérêt toujours personnel, ou c'est plutôt tes activités externes qui viennent déranger ton travail. On a besoin de toi pour faire ceci, j'ai réunion familiale. On a besoin de toi pour faire ceci, j'ai ceci. Finalement, ce conflit fait en sorte que un conflit, on a bien dit que c'est une circonstance qui gâte beaucoup de choses, qui gâte ton obligation professionnelle. Donc, tes nombreux travaux familiaux, amicaux, personnels font en sorte que tu ne respectes pas tes obligations professionnelles. Étant donné que dans la recherche, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en communauté. Donc, ce que tu fais touche l'autre. Et quand ça touche l'autre, ça crée déjà un conflit d'intérêt. Pas parce que tu es en train de le rabaisser, mais parce que tu préfères mettre tes intérêts avant les autres. Donc, conflit d'intérêt. J'ai mon intérêt A, tu as ton intérêt B. Nous voulons que nos intérêts puissent permettre la publication de ces résultats. Mais toi, tu fais en sorte que ton intérêt puisse prendre de la place. Ça devient un conflit. Ton intérêt prend de la place peut-être parce que si tu as une relation avec le chef du département, le principal, le doyen, tu fais en sorte que non.
l'article puisse passer comme ça. Ça, c'est un conflit d'intérêt. Une personne a le droit d'écrire que tel auteur nous avons un conflit d'intérêt parce que tel auteur a une relation non professionnelle avec, ce qui a fait en sorte que notre travail ne puisse pas passer par des règles conventionnelles. Donc, c'est ça le conflit d'intérêt. Il y a même le conflit d'intérêt financier. Quelqu'un te donne de l'argent pour mettre son nom. Ça, c'est un conflit d'intérêt. Si vous lisez beaucoup d'articles, vous verrez que beaucoup de sponsors n'apparaissent pas dans les ongles des auteurs. Ils apparaissent dans les remerciements. Parce que si un sponsor travaille avec toi, oui, c'est normal, il est un auteur. Mais s'il te donne juste l'argent, tu travailles seul, tu fais tout seul, et il vient maintenant d'y mettre mon nom parce que je t'ai donné de l'argent, non. Là, c'est un conflit d'intérêt financier. Donc, dans la majorité des grandes études, les sponsors apparaissent aux remerciements ou bien aux subventions. Oui, on dit que cette étude a été financée par... Vous voyez, le PDG n'apparaît pas dans les auteurs, sinon ça devient un conflit. Parce qu'on va demander qu'est-ce qu'il a fait. Certains articles demandent ça. Quelle est la contribution de chaque auteur? Si un auteur ne contribue pas, il apparaît, c'est un conflit d'intérêt. Tu dis que non, c'est mon ami, on a fréquenté ensemble, il m'a aidé quand je n'avais pas l'argent. Il vient faire quoi dans ton étude? Donc, c'est ça le conflit d'intérêt. Là, il y a un petit paragraphe sur le comité d'éthique. Dans d'autres pays, le comité d'éthique n'a pas le même nom. Ça peut s'appeler un Institutional Review Board, spécialement dans les pays américains, en Amérique. Un Independent Ethics Committee, les pays francophones. Un Ethical Review Board, pour les recherches institutionnelles aussi. Et Research Ethics Board, ou Research Ethics Committee. Research Ethics Committee aussi dans les pays francophones. Donc, la définition exhaustive, c'est un corps indépendant constitué de membres scientifiques, non scientifiques et médicaux qui travaillent dans l'éthique de la recherche pour approuver, suivre le travail que vous avez dans la recherche humaine afin de vérifier si le protocole que vous avez soumis est égal ou bien relève du guide éthique standard que le pays a afin de protéger le droit et le bien-être de ses participants et faire en sorte que les méthodes que vous avez proposées soient éthiques. Donc, vous voyez que son travail, même tout son travail est déjà résumé dans une définition de la Constitution aux activités jusqu'au suivi même du comité d'éthique. On n'est pas censé prendre le nom des participants. Et chaque participant, à ce que je sache, doit avoir une fiche d'information. Comment est-ce qu'à la fin, on peut justifier que tel participant a effectivement approuvé de participer? Est-ce qu'on va sur sa fiche aussi mettre le numéro de notification, le code? Est-ce qu'on doit mettre le même code sur la fiche de notification, la fiche d'information? Ça, c'est la première question. Maintenant, s'il te plaît, je voudrais que tu reviennes un peu sur le conflit d'intérêts. Je n'ai pas vraiment compris à quoi est-ce que ça va. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je commence à répondre d'abord pour chacun. Bon, commençons d'abord. Michel dit, comment on va faire pour savoir que ce participant a accepté? La notice d'information est le premier processus. Avant de recruter un participant, il y a deux. Il y a la notice d'information et il y a le consentement éclairé. Dans la notice d'information, tu racontes tout ce qui est encadré ici. Tout. Tu dis au participant ça. Maintenant, alors, le participant va accepter ou refuser. Si le participant accepte, pas besoin d'écrire son nom sur la notice d'information. Rien. La notice d'information n'est pas faite pour ça. Vous savez que l'info est unilatérale. Je te donne, je te dis. Le participant peut te poser des questions. Là, ça devient une discussion. OK, il pose, tu réponds. Tu lui laisses le temps de réfléchir. Quand le participant accepte maintenant, il va signer le consentement. C'est ça qui fait en sorte qu'on sache si un participant a lu. Parce que si vous regardez le premier 1, le petit 1, I have carefully read the information leaflet. Donc, vous voyez que la notice d'information, le consentement éclairé dit déjà que le participant qui vient d'accepter a lu. Et carefully même, donc, il a pris son temps pour lire. Le petit 2 dit qu'il a compris l'importance de l'étude.
Si vous voyez même le petit 5, ça dit qu'il a eu assez de temps pour poser des questions et qu'il a été répondu. Et quelles réponses? Des réponses satisfaisantes. Donc, vous comprenez que le consentement éclairé, c'est un résumé de la notice d'information, mais de façon encore à dire ce qui s'est passé. Là, maintenant, je ne suis plus en train de discuter avec le participant, mais je fais en sorte que le participant, en signant cette notice, ce consentement, puisse dire à tout le monde qu'il a déjà lu. Et le nom du participant est obligatoire. C'est ici que le participant met son nom. Parce que cette notice d'information, cette fiche, ce consentement éclairé est tellement confidentiel. Ça doit être gardé proprement. Parce que si le comité d'éthique vient, vous avez 1000 participants dans votre base de données, où sont les consentements éclairés? Mais ce qui est différent, c'est que si les participants que vous voulez, leurs données sont déjà dans les registres, vous devez avoir le consentement du chef de service. Non plus besoin d'avoir tous les 1000 consentements parce que ce n'est pas le participant que vous allez voir, c'est le chef de service. C'est celui qui garde le registre. Et vous allez lui donner la notice d'information et il va signer le consentement. Donc, ce même consentement qui dit qu'il a lu et il doit signer. Donc, on a son nom, on a sa signature, on a la date, on a l'explication qu'il a lu, qu'il a compris, qu'il a posé des questions, qu'il a accepté de participer à votre étude. C'est pour ça que cette fiche est super importante. Une personne ne participe à votre étude tant qu'il n'a pas son consentement. Donc, si vous faites une étude, vous voyez les participants directement, faites en sorte de... Il y a des études sur Google Forms où vous mettez votre nom. Maintenant, les nouveaux Google Forms avec le comité d'éthique est devenu plus rigoureux. Avant de répondre à nos questions, on vous établit d'abord cette petite fiche de consentement ici-là et vous signez avec votre nom. Là, l'étude commence. Comme ça, si on les arrête, ils disent que non, cette personne a lu et il a accepté en mettant en composante. Il y a l'éthique de la recherche, surtout pour les recherches observationnelles. Il y a l'éthique médicale. Dans la pratique du soin médical, ça concerne surtout les médecins, les infirmiers et autres à l'hôpital. Et il y a la bioéthique. Donc, la bonne pratique clinique maintenant se retrouve dans l'éthique de la recherche appliquée aux êtres humains. Les bonnes pratiques cliniques, on a d'abord les responsabilités de l'investigateur. L'investigateur à cette étude, il nous aide en quoi? Étant donné que c'est même pas lui qui part collecter. Bon, dans les grandes études, c'est pas lui qui part collecter les données. Ce n'est pas lui qui part faire la notice. Mais lui, de façon hiérarchique, il doit faire en sorte que le participant soit bien pris en charge. Premièrement, si vous voulez faire des soins médicaux, vous devez rapporter et c'est lui qui va envoyer au sponsor. Il doit être au courant en cas de les notices d'information, les consentements éclairés. Tout consentement éclairé doit être rapporté à l'investigateur principal. C'est l'investigateur principal qui communique directement avec le comité d'éthique. Ce n'est pas vous que j'ai vu un problème, je m'en vais directement. Non. Vous avez sauté les étapes. Ce n'est pas vous, c'est l'investigateur. C'est l'investigateur principal qui gère les produits pharmaceutiques, les produits d'investigation. C'est lui qui est là pour savoir combien ils sont arrivés. Ce n'est pas lui qui stocke, ce n'est pas lui qui compte, mais de façon générale, il doit savoir comment chaque produit est utilisé, combien ont été utilisés. C'est lui qui surveille si le protocole est en compliance ou bien est en respect des normes éthiques. Donc, même les procédures de randomisation au cas de stratification. C'est lui qui recrute le personnel qualifié, qui leur fait signer des contrats et qui recherche les ressources adéquates. Et enfin, c'est lui qui se charge de l'arrêt prématuré ou de la suspension de l'étude. Donc, on va accuser que non, c'est plutôt celui qui collecte les données qui a fait un problème. Oui, c'est lui. Mais c'est l'investigateur principal qui était responsable de cette personne. Donc, vous voyez que les rôles de l'investigateur principal sont énormes. C'est lui qui gère l'étude, même s'il ne voit pas le participant, même s'il n'a jamais vu un participant, il doit rapporter que le participant s'y va bien. Mais il doit descendre sur le terrain pour le suivi. Alors, quel est le rôle du sponsor lui-même? Il a le même rôle que l'investigateur principal, juste que pour lui un peu plus élargi et plus général, plus généralisé. Pourtant, pour l'investigateur, c'est très précis. Donc, on dit juste la protection des participants. Tant que l'investigateur rapporte que les participants sont protégés, c'est bon. Le sponsor dit OK.
le sponsor doit vérifier que l'étude a une valeur scientifique et sociale. Si j'écris mon étude, c'est le sponsor qui va payer enfin que l'étude commence. Si le sponsor se rend compte que l'étude, ça va donner quoi aux gens? Rien. Il a l'obligation de ne pas te payer. Ok, toi, tu vas aller chercher un autre sponsor. C'est pour ça que vous n'avez pas vu cette partie-ci sur l'investigateur principal. L'investigateur principal pense que, ok, ça va aider. Mais c'est la responsabilité du sponsor de dire à tous ses collègues que cette étude a une valeur scientifique et sociale. Le sponsor doit faire aussi une évaluation de sûreté et de sécurité, la gestion de la qualité des données, le respect du protocole et le partage des données, le Data Sharing Agreement. C'est le sponsor et l'investigateur principal qui doivent signer ça. L'investigateur principal ne peut pas prendre la résolution d'envoyer des échantillons hors du pays si le sponsor n'a pas signé et n'est pas au courant. Non, c'est d'abord même le sponsor qui doit proposer ça. Et parce que c'est le sponsor qui donne l'argent. En tant qu'il donne l'argent, il fait beaucoup de choses. Maintenant, la conception de l'étude et le développement du protocole. Chaque investigation clinique commence avec le développement d'un protocole. Tu ne peux pas commencer ton étude en parlant. On commence en parlant, mais ce truc oral qu'on dit doivent se retrouver dans un papier qui doit avoir l'introduction, la revue de la littérature, les objectifs, considérations éthiques, notices d'information, consentement éclairé, chronogramme, d'où l'importance du protocole. Et le protocole vient premièrement d'une bonne méthode épidémiologique, le study design. Tu vas recruter tes participants comment, tu vas inclure comment, le site sera où, la période sera où. Et tout ça vient d'une bonne question de recherche. Donc, vous voyez que le début, c'est cette façon qu'on se parle là. On va se dire tellement de choses et quelqu'un va sortir avec cette question que, mais est-ce qu'il n'a pas. Vous allez développer cette question de recherche-là, pas par un protocole d'abord, mais premièrement par une méthode épidémiologique. Il faut d'abord savoir si c'est faisable ou pas. Là, maintenant que ce sera faisable, vous créez votre protocole, vous expliquez tout. Dans le dernier dit, protocol is a document that describes how a study will be conducted. It ensures the safety of participants. Donc, c'est pour ça que le comité d'éthique s'intéresse à ça. Vous avez déjà tout décrit dans votre protocole. On va faire ça. On a eu ça. Pourquoi même on veut faire cette étude? Maintenant, ce qui rend les bonnes pratiques cliniques aussi spéciales, c'est parce que comparé à l'éthique de la recherche, lui, il décrit encore pas seulement la notice d'information, mais le processus de consentement. Donc, il y a la différence entre un consentement et un processus de consentement. Le processus de consentement, premièrement, il faut d'abord obtenir l'approbation éthique. Tu vas maintenant informer le participant. Les languages, je veux dire que tu parles au participant terre à terre, ne sort pas un gros mot. Je pense que tout le monde ne fréquente pas, même tous ceux qui ont fréquenté n'ont pas fait la même filière que toi. Et dans cette deuxième partie, tu dois expliquer ta notice d'information. Après, maintenant, donne assez de temps aux participants de te répondre. Vous avez vu que dans le consentement, le participant dit « J'ai posé des questions et j'ai eu des réponses satisfaisantes. J'ai eu assez de temps pour réfléchir. » Donc, vous donnez le temps. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on dit que le processus d'information, le consentement est libre et éclairé. Il est libre grâce à cette troisième étape. Tu lui dis, il peut sortir de l'étude, il peut entrer, il peut faire les allers-retours. Mais il faut préciser que les données que nous avons collectées, puisqu'on a retiré vos codes, ne seront pas effacées. Ce n'est pas parce que tu sors de mon étude que je vais effacer tes données, non. Mais il faut savoir que les données seront protégées. Donc, libre et éclairé. Libre parce que vous laissez le temps au participant de réfléchir. Vous lui dites qu'il peut entrer et sortir. Éclairé parce que vous donnez assez d'informations aux participants. Quatrième étape, le participant signe avant de commencer. On ne commence pas. Si vous avez oublié de photocopier un consentement au jour, le participant accepte. Non, retournez à photocopier, refaites encore notre copie, il signe et participe. Cinquième étape, il faut expliquer toutes les procédures aux participants à l'intérieur, c'est-à-dire il y aura encore des processus peut-être qui pourront changer. Il faut l'expliquer, la cinquième et la sixième étape. Mais chaque changement, vous devez annoncer au comité d'éthique et aux sponsors que, bon, on n'a pas, souvent quand un sponsor vous donne son étude,
Sa façon d'avoir le consentement est différente du pays. Donc, quand vous allez maintenant mettre votre consentement en fonction du pays, dites au sponsor que bon, on a pris votre consentement, on a amélioré ça, on a reformulé ça, on a retiré ça, on a ajouté ça. C'est ça le processus de consentement. Dans les bonnes pratiques cliniques aussi, il y a le monitoring et il y a l'auditing. Le monitoring, c'est le suivi. Vous avez entendu le monitoring and evaluation, monitoring and evaluation, monitoring and evaluation. On suit dans le temps. Est-ce que le participant est toujours protégé? Est-ce que les données n'ont pas d'erreur? Est-ce que les documents sont présents? Il ne faut pas que le comité d'éthique dise que bon, où sont les consentements, où sont les notices, vous dites que c'est dans l'ordi. Non, il faut aussi une copie physique. Est-ce que le protocole respecte les données éthiques, les procédures opératoires standards? Voilà pourquoi on fait le suivi. Maintenant, l'audit, c'est le sponsor qui décide. Et l'audit ne se fait pas comme ça. On peut faire le suivi chaque mois, chaque 3 mois, le sponsor décide et l'audit se fait minimum une fois chaque 6 mois, minimum. Et ça peut se faire une fois par an. Parce que l'audit est un travail encore plus grand. Parce que l'audit fait partie de l'implémentation de l'assurance que la qualité des données est bien protégée. Et c'est le sponsor qui décide. Et quand le sponsor décide, ce n'est pas pour dire qu'il va prendre un membre de l'organisation pour faire l'audit, non. L'audit est fait par une évaluation indépendante. Il vient, tu payes. Il fait son audit, tu payes, il donne son rapport. L'audit permet d'évaluer si le protocole... Vous voyez que l'audit fait ce que le suivi fait, mais d'une échelle un peu plus grande, avec une personne indépendante. Une personne indépendante ne va pas venir mentir. Si quelqu'un fait le suivi et dit que mince, pourquoi tu as fait ça? Il dit à son ami, change avant que je rapporte. L'audit n'a pas le temps pour ça. Il voit ça mal. Il te dit que c'est mal, mais il a déjà rapporté. Maintenant, le rapport des événements indésirables. Ça, c'est pour les études avec les médicaments. Quand tu vas donner le médicament, il y a des risques. Donc, nous avons des événements indésirables sérieux, des événements indésirables sérieux et qu'on n'attendait pas. On n'imaginait même pas. On sait que ça peut, mais les chances étaient très faibles. Et les sites peuvent être locaux ou systématiques. Ça peut être juste sur la main ou sur une partie du corps, ou finalement tout le corps ressent ça. Comment est-ce qu'on peut détecter alors un événement indésirable? 1. Demande aux participants tout court. Tu te sens comment? Tu as. 2. Prends les mensurations. Pression sanguine, battement cardiaque, la taille, le poids. 3. Observe les signes sur le participant. Donc, en plus de demander, tu peux observer aussi. Et 4e, le participant peut venir se plaindre. Donc, une plainte, soit du participant, soit d'un membre. Vous savez que les recherches cliniques, on te fait suivre un traitement, mais tu peux rentrer à la maison. Ce qui fait en sorte que une autorité avec qui tu restes, une personne avec qui tu peux venir dire que bon, docteur, depuis qu'il a commencé ça, il se sent un genre, il fait ceci. Maintenant, alors que tu as détecté, tu vas collecter comment? Il y a les effets indésirables que tu peux collecter après le consentement éclairé. Et il y a les effets indésirables que tu peux collecter après l'administration du produit pharmaceutique. Les effets indésirables après consentement éclairé, il y a moins de chances que ça soit dû à ton médicament puisque tu n'as pas encore commencé. Mais puisque c'est un effet indésirable, ça veut dire qu'on ne désire pas cet effet-là puisqu'il va altérer la condition physique du participant, faisant en sorte que le participant ne puisse plus être membre de l'étude. Et qui dit réduction des participants dit déjà biais de sélection dans l'étude. Donc, c'est quelque chose que... Et maintenant, quand tu collectes, tu dois notifier à qui? Premièrement, à l'investigateur ou à l'institut. L'investigateur peut être une institution. Hein. L'université, tu en peux dire qu'on accepte cette étude, on nous recrute tous pour collecter les données. C'est à l'université qu'on rapporte. Même si on rapporte à une personne, la personne représente l'université. On doit aussi rapporter au sponsor. Et c'est surtout à l'investigateur de le faire. L'investigateur va aussi rapporter au comité d'éthique et aux autorités réglementaires. Si peut-être ton étude est en partenariat avec le ministère de la Santé, tu ne peux pas avoir un effet indésirable, tu dis au sponsor, tu dis à l'investigateur, tu dis au comité. Et ton propre compagnon, le ministère, là, il sait que non.
c'est à la fin de l'année que tu viens dire que mince, tous nos participants avaient les trucs. Ils doivent être au courant à l'instant T. Chaque effet indésirable doit se rapporter direct. Il n'a pas que je vais dormir, on va voir si demain. Non. Dès que tu vois un effet indésirable, fais le rapport. On a maintenant ce qu'on appelle le record keeping et data management. Comment allons-nous garder les données? Premièrement, chaque participant doit avoir un chiffre unique. Qu'importe le nombre de fois qu'il vient, son chiffre, c'est son chiffre. S'il quitte l'étude, on ne prend pas son chiffre pour donner à quelqu'un. Son chiffre reste son chiffre. 2. Il faut faire un suivi, le monitoring and evaluation, par un personnel qualifié. Il faut maintenir le respect des procédures opératoires standards. Il faut maintenir une autorisation d'accès à l'étude. Nous avons parlé que la confidentialité se maintient par l'accès. Tout le monde n'a pas le même accès à la base de données. Chaque changement dans la base de données doit être reporté à l'investigateur et au sponsor. Et surtout, il faut s'assurer que le logiciel que vous utilisez peut permettre la gestion des données, la sécurité des données et le partage des données. N'utilisez pas un logiciel qu'on va dire que bon, envoie les données à l'investigateur. Tu ne sais pas comment on envoie. Ou bien, pour envoyer, il faut passer par ici. Et quand les données passent par plusieurs logiciels, il y a un grand risque de changement de certaines valeurs, ce qui n'est pas fait. Faites en sorte que le logiciel puisse envoyer les données directement. Faites en sorte que le logiciel puisse performe, que le logiciel puisse permettre la gestion des données. Tu dois être capable avec ton logiciel de contrôler la qualité. Si un truc n'est pas bien pris ou si un truc qui doit être pris n'est pas pris, ça te rapporte ça. Facile. Donc, ça c'était le dernier aspect des bonnes pratiques cliniques. Et on dit en petit gras ici, chaque document doit être présent dans les sites. On appelle ça en anglais le Investigator Site File. C'est ce que je suis aussi déjà en train de créer. Chaque donnée doit être archivée de façon numérique comme de façon physique dans un gros document. Et si vous avez les sites partout, prenez ce document-là, multipliez-les et faites que chaque site a. Un comité régional peut passer dans votre site qui est dans une autre ville. Ce n'est pas à vous ici à Yaoundé qu'on va appeler que envoie-nous les documents. Non, eux aussi doivent avoir leurs documents. Donc, ça, c'était la gestion des données de la dernière partie des bonnes pratiques cliniques, des composants des bonnes pratiques cliniques. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Nous avons vu le travail de l'investigateur, du sponsor, la production du protocole, le suivi et l'audit, et le rapport des événements indésirables, et enfin la gestion des données. 10 ans est bien pour garder encore ces données-là parce que, premièrement, le comité peut revenir. Deuxièmement, vous pouvez avoir une nouvelle question de recherche et que ces données peuvent vous aider. Ça réduit encore le temps pour retourner sur le terrain. D'accord, merci. Une autre question, j'aimerais savoir, est-ce que le temps de conservation des données dépend de la nationalité du promoteur ou du sponsor? Si le sponsor est local ou international, est-ce qu'il y a une durée qui est recommandée pour conserver les données, ou alors le sponsor lui peut exiger que les données soient conservées pendant une certaine période selon les exigences du comité éthique et du comité éthique dans son pays? Oui, très bonne question. Ça, puisque les participants sont déjà impliqués, nous ne sommes plus trop dans l'éthique de la recherche, mais dans les bonnes pratiques cliniques de l'éthique de la recherche. Ce qui fait en sorte, et en définissant, je vous ai dit que les bonnes pratiques cliniques sont des règles internationales. L'éthique de la recherche varie par pays, mais les bonnes pratiques cliniques sont internationales. Si on dit de faire ça dans tous les pays, ce qui fait en sorte que tu ne fasses pas ça, c'est juste parce que le contexte local y oblige. Mais tu dois respecter ça. Et dans les bonnes pratiques cliniques internationales, il y a déjà une durée de données. Que le sponsor dise ou pas, que l'investigateur dise ou pas, ça doit être conservé. Maintenant, après cette durée, le sponsor a l'obligation de te dire de détruire. Et là, maintenant, la responsabilité revient au sponsor. Si tu détruis avant le temps donné, et que c'est le sponsor qui t'a dit de le faire, le problème, la responsabilité vous revient à deux, parce qu'il n'a pas d'abord le respect du temps réglementaire pour la conservation. Si tu détruis après
il n'aura pas de souci. Parce que même si tu as encore besoin d'une autre question de recherche, tu peux redécider de recollecter parce que tu as déjà respecté le temps. Personne ne va te blâmer d'avoir détruit. Parce que tu as déjà respecté que 10 ans sont passés, j'ai détruit, c'est bon. Donc, en fonction de la nationalité, il y a déjà un truc international. Les données doivent rester. Après ce temps, le sponsor décide. On a besoin d'une nouvelle étude. Disons que le logiciel a déjà pris assez d'espace dû à ces données. Nous pouvons détruire, nous pouvons transférer au niveau central. Donc, c'est maintenant au sponsor de décider ce que ces données deviendront après le temps réglementaire, pas avant. D'accord. S'il te plaît, permets-moi de revenir sur la notion de conflit d'intérêts pour faire un commentaire et certainement poser également une question après celui-ci. Tu as dit que pour le cas des étudiants, par exemple, qui, au terme d'une thèse ou d'un mémoire, ne publient pas et qu'ils reçoivent une certaine pression afin d'obtenir leur document. Ça peut être leur parchemin de fin, une attestation ou une attestation de fin d'études ou un certificat de scolarité, par exemple, mais qu'à cause de la pression qu'ils reçoivent de la part peut-être d'un encadreur ou de l'établissement, même les contraignant de publier, peut-être pour des raisons que eux seuls savent, maîtrisent, et que celui-ci, le travail en question même, n'a véritablement pas de valeur scientifique. Le fait je veux dire, d'obliger l'étudiant à devoir publier un travail qui n'a pas de valeur scientifique, certainement parce que c'est vrai, on a défini un protocole, mais qui n'a peut-être pas été entièrement respecté, ou alors les données après les analyses n'apportent véritablement rien. Hormis ce conflit d'intérêts que ça engendre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres représailles sur l'apport scientifique même pour des chercheurs qui devront s'en inspirer pour travailler? Est-ce qu'il n'y a pas, en plus de ce conflit d'intérêts, cette autre situation ne devrait véritablement pas concourir à essayer de trouver des mesures pour éradiquer ce fléau-là en milieu institutionnel? D'accord, merci pour commenter la question. Et c'est un conflit d'intérêts qui se voit beaucoup. Il y a aussi, il y a des thèmes souvent qui sont cherchés de va-et-vient, juste pour que la personne soutienne. Il y a des étudiants qui ne respectent pas la procédure. Mais le protocole peut être rechangé. Quand le comité scientifique donne son approbation, vous pouvez améliorer le protocole et soumettre. C'est un amendement. Ce n'est pas un renouvellement. Vous amendez, vous dites qu'il y a eu des changements. Maintenant, au niveau de la valeur, la majorité des travaux ont une valeur scientifique. Dans la science, ça va nous aider à savoir s'il y a une association ou pas. Et vos erreurs vont permettre d'aider. C'est-à-dire, si vous prenez votre étude et vous n'avez pas d'association, ne dites pas que ça n'a pas de valeur scientifique. Au contraire, ça va m'aider à savoir si c'est vos critères d'inclusion qui n'étaient pas assez établi, si c'est votre taille d'échantillon qui n'était pas assez grande, si c'est votre contexte, peut-être vous cherchez une maladie cardiovasculaire dans un village où les gens sont en train de manger bio. Votre protocole va m'aider. Le souci maintenant, est-ce que ça a une valeur sociale? Parce qu'on dit qu'il y a deux types de valeurs. Le comité éthique cherche ça. La valeur sociale, c'est que est-ce que ça va aider les participants même eux-mêmes? Soit peut-être le gouvernement va changer leur façon de faire, ou bien ça va augmenter leurs connaissances scientifiques et surtout pour les scientifiques, les études et sociales sur le mode de vie des personnes. Si vous faites comme ça, vous faites une présentation à une communauté, oui, il y a ça, c'est une valeur sociale. Vous allez leur montrer que faire ceci, ce comportement peut produire tel ou tel outcome. Donc, le conflit d'intérêts à cause des enseignants, la réduction de ce conflit d'intérêts peut-être causera des problèmes parce que nous savons, par contexte, il y a des choses qui sont faites facilement ailleurs. Vous pouvez porter préjudice à quelqu'un ailleurs facilement que d'un autre. Parce que si ici, on réussit à retourner le juge ou bien la personne qui décide, vous partez peut-être devant le doyen. Si on réussit à tourner, votre parole ne peut pas peser
autant que la parole d'une autre personne. Si elle pèse, est-ce que vous avez les preuves alors de ce conflit-là qu'ils ont mis la pression? Il pourra se justifier que vous finissez de composer, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'intérêt externe, vous n'avez pas de famille, d'enfants que vous occupez. Et vous faites quoi de votre temps? Là maintenant, on fait en sorte que le conflit d'intérêt soit même plutôt de votre faute, que c'est plutôt vous qui êtes en train de ralentir le stockage des trucs, parce que chaque année ou chaque promotion doit avoir son espace. Mais vous prenez du temps, vous ralentissez le processus de recherche des attestations et vous venez dire que le conflit d'intérêt c'est de leur côté. Évidemment, c'est de leur côté, mais avec le contexte que nous vivons, il sera difficile de le faire. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a énormément d'articles avec des conflits d'intérêt, mais on va toujours dire qu'aucun. Vous travaillez avec votre ami, vous voyez un nouveau nom. Si vous dites qu'il y a un conflit d'intérêt, premièrement, le journal ne va plus accepter. Le journal va vous dire de clarifier votre conflit. Le journal va vous dire de rapporter si elle a été clarifiée ou non. Donc, vous devez signer le conflit qui était peut-être financier, professionnel ou personnel entre celui-ci et celui-ci a été résolu. Et le journal Springer. Un professeur a juste dit à son ami, toujours professeur, d'améliorer l'analyse. Maintenant, en resoumettant, il a mis le nom de ce nouveau professeur. Le journal s'est alors demandé, mais ce nom vient faire quoi? On dit qu'il a été d'analyse. Le journal a refusé et le journal a dit de remplir une clause que tous les autres auteurs sont au courant de l'ajout de cette personne. Vous vous rendez même compte qu'il y a des publications que ce n'est même pas tous les auteurs n'ont même pas vu. Ils vous reçoivent juste une notification que votre journal, votre article a été publié. C'est toujours un conflit d'intérêt. C'est un conflit d'intérêt personnel. Tu n'annonces pas les autres. Ou bien quand tu annonces aux autres, tu n'attends pas qu'ils ont leur réponse. On sait bien qu'ils vont prendre du temps pour répondre. Mais dans notre contexte, si on veut juste déposer, parce que souvent il y a des professeurs que si tu attends leur réponse, tu ne vas jamais publier. Et voilà qui publie. Si le professeur veut vraiment que cet article ne passe pas, qu'il écrive juste au journal qu'il y a eu conflit d'intérêt. Donc, la résolution du conflit d'intérêt dépend des contextes et dépend du propre conflit d'intérêt aussi. Il y a certaines personnes que si le conflit d'intérêt vient d'eux et qu'ils ont une bonne position, ce sera difficile à vous de le noter parce que c'est vous qui allez le plus perdre. Votre article sera même d'abord refusé et il n'aura même pas de compromis. Si tu ne vas pas lui voir dire que bon, on s'arrange, il va dire pourquoi tu as d'abord parlé de ça? Non, les nombreux journaux comme Michel avait dit, est-ce qu'on va découvrir? Ce sera difficile de découvrir parce que la majorité de nos conflits d'intérêt sont personnels. Ça reste entre nous. Ou bien un peu professionnel, c'est la faculté. Tu vas maintenant accuser la faculté en mettant au journal qu'il y a un conflit d'intérêt. Donc, c'est vrai que normalement, ils doivent te donner ton attestation, mais ils ont aussi cette obligation de te faire publier. Parce que tu as toi-même dit dans ton protocole que je vais disséminer mes résultats à la population, aux délégations, ou à la communauté scientifique. C'est maintenant la façon dont ils le font. Est-ce que la pression qu'ils te mettent font en sorte... Si tu publies les erreurs, tu peux accuser que ce conflit, que j'ai eu une pression de mes pairs à la publication. Ils ne m'ont pas laissé le temps de corriger mon travail. Donc, ce conflit d'intérêt, c'est quelque chose qui est très vague. Comme ce schéma le montre, il y a le conflit d'intérêt personnel, il y a professionnel, et il y a financier, l'argent, et il y a avec des pairs, et il y a avec les amis et autres. Donc, du protocole, de la conception du travail jusqu'à sa dissémination, le conflit d'intérêt peut se retrouver dans tous ces lieux-là. Malheureusement, rapporter un conflit d'intérêt prend du temps aussi et peut annuler votre travail, ce qui fait en sorte que vous réglez les choses à l'amiable et vous donnez votre article comme s'il n'a jamais rien eu de problème, comme si vous avez travaillé main dans la main, autant vous regardiez ces mains genre. Donc, c'est un peu ça le conflit d'intérêt. Il est presque partout, mais le rapporter va encore causer bizarrement plus de tort. Et malheureusement, on n'a pas un système de gestion de conflit d'intérêt. Il faudrait qu'on ait dans une division d'éthique, une sous-division de conflit, parce que c'est un gros truc. Premièrement, la division là va chercher et vous vous rendez compte que certains journaux pallient à ça avec contribution des auteurs. Mais on va toujours retrouver une façon pour mentir. Tu vas ajouter au mec quelqu'un, tu vas dire qu'il a lu le travail pour toi. Il n'est même pas au courant que le travail a été publié.
malheureusement, c'est les choses. Mais il faudrait un comité de gestion de conflits d'intérêts qui recherche la relation entre les auteurs, qui recherche le travail fait par les auteurs. En communiquant même avec les auteurs, ils appellent chaque auteur, ils disent qu'est-ce que tu as fait dans cet article. Si ils disent un truc faux pour voir si tu peux régler ou pas. Si on dit que c'est lui qui a drafté ou c'est lui qui a analysé, maintenant on voit dans analyse que SPSS c'est tout. On te pose des questions que tu ne connais pas. Finalement, as-tu analysé ce travail ou pas? Donc, en résumé, le conflit d'intérêts, qu'importe sa forme, se trouve dans presque tous les articles. Selon son intensité, il peut être réglé facilement et son rapport, malheureusement, compromet ton propre travail, ta propre souffrance. Ce qui fait en sorte que la majorité des journaux ne rapportent pas un conflit d'intérêts. D'accord, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Et avant de retourner, ce comité de gestion des conflits d'intérêts, là, ça peut être une ouverture pour toi-même, principalement, M. Etienne. Ok, merci parce que l'éclaircissement que tu as donné sur la valeur scientifique, ça me permet justement de conforter et de contredire les pensées qui sont souvent populaires selon lesquelles lorsque nous menons une intervention et qu'on recherche un résultat, ça peut être un résultat positif et qu'on retrouve plutôt un qui est négatif, ou alors on recherche un résultat négatif et qu'on tombe sur un résultat positif, bon, on se dit que ça n'a pas de valeur et que ce qu'on cherchait, puisqu'on ne l'a pas obtenu, bon, nos résultats n'ont pas de valeur et qu'on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de le publier. Et pourtant, c'est à tort. Le publier permettrait à certains de prendre connaissance de capitaliser l'expérience, les erreurs, comme tu as si bien dit, les erreurs de sampling par exemple, les critères d'inclusion qui n'ont pas été respectés pour parfaire selon leur contexte leur étude. D'accord, merci beaucoup Gabriel, c'est bon pour mon intervention. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment une pensée populaire. On force même pour rechercher une association. Si tu ne trouves pas d'association, tu n'as pas trouvé d'association. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne va pas aider quelqu'un d'autre. Si tu avais 1000, peut-être grâce à ça, il pourra même ajouter encore à 2000 participants son étude. Donc, elle a une valeur scientifique. Même si ce n'est pas grand, c'est déjà quelque chose pour nous. Est-ce qu'il peut y avoir représailles en fait? Ça peut ça. D'accord, merci pour ta question. Normalement, il doit avoir représailles parce que vous avez dit que vous allez disséminer les données. Vous avez déjà votre protocole, on a accepté. Vous avez même parlé de valeur scientifique, de valeur sociale. Un truc n'a pas de valeur scientifique si personne ne le voit. Et quand ce sera dans les archives du doyen ou du département, tout le monde n'aura pas cette envie de venir ouvrir et venir lire vos travaux. Ils vont plutôt rechercher au net. Est-ce que ces travaux sont alors net? Est-ce qu'ils sont dans Google Scholar ou PubMed? Non. Donc, normalement, le comité d'éthique peut vous porter préjudice parce que vous n'avez pas, premièrement, partagé ces données avec la communauté. Est-ce que vous avez honte de ces données? Si vous avez honte, ça veut dire que vous avez peut-être falsifié une donnée importante ou bien une donnée qui a une valeur. Je ne trouve pas la raison de ne pas le publier. Donc, oui, le comité peut vous porter atteinte et oui, vous êtes obligé parce que même si vous ne publiez pas, faites une petite réunion. Si vous avez fait votre étude dans un hôpital, dites même au directeur que bon, j'aimerais assister à une réunion, j'aimerais qu'on un petit truc, un petit meeting. Vous dites, il y a certaines personnes qui collectent les données des hôpitaux, ils partent, on ne sait plus rien. L'hôpital, quand je voulais prendre ma part, mon autorisation, il se plaignait que c'est comme ça que vous venez, vous prenez nos autorisations, vous collectez, vous disparaissez. Personne, pourtant, vous promettez dans votre rapport que je vais revenir, je vais donner à l'hôpital, je vais donner à la délégation, je vais donner... non. Donc, c'est obligatoire, c'est une obligation de partager ce que vous avez trouvé parce que ça va aider beaucoup de personnes. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, d'activer la cloche des notifications et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.